Bugeaud, enfin, fut le véritable créateur de l'armée d'Afrique. C'est une classe, une simple classe dans une simple école, comme il y en a tant pour les petits Français d'Algérie. Une classe d'Alger où de petits visages, les uns plus clairs, les uns plus sombres, écoutent raconter l'histoire miraculeuse de leur pays. Une histoire rude et brillante qui dit la naissance des villes, la création des routes, la volonté des chefs et l'effort des hommes. Une histoire d'énergie et de sacrifice, de peine et de gloire. Et la leçon continuerait s'il n'y avait dans la rue, de l'autre côté des murs, l'écho d'une fanfare. Mais malgré le livre abandonné, peut-être que la leçon continue. Car sous leurs yeux, éclatant dans le soleil d'Alger, défile une part de cette histoire miraculeuse de l'Algérie française, l'armée d'Afrique. Et d'abord ceux-ci, ce sont les Zouaves, la première unité créée en Afrique, la première, la plus ancienne. Ces drapeaux portent tous les grands noms du 19e siècle. Sébastopol, Magenta, Puebla, Koumié, la Marne. De 14 à 18, 5 de ces régiments ont gagné la Fourragère rouge et sa marche fameuse a fait le tour du monde. Leur histoire est une longue histoire, une belle histoire, l'histoire de l'amitié de deux races. Car dès 1831, le général Clausel ouvrait les portes de l'armée française aux premiers volontaires algériens. En 1838, les régiments des Zouaves unissaient dans leurs rangs français et autochtones. Ce fut là le premier amalgame. Pour l'uniforme, le costume arabe avait été adopté. Et sous les ordres des instructeurs français, les Zouaouas apprirent à devenir, selon le mot du maréchal de Saint-Arnaud, les premiers soldats du monde. La tradition est maintenue. Si l'uniforme a changé, s'est dégagé du style ancien, les soldats de 1950 gardent toujours les hautes vertus qui firent naître la fameuse parole. Ils s'étaient tenus d'incarner toutes les vertus de l'infanterie française. Ils furent d'inégalables soldats. Et certes, depuis leur création, depuis la Mauricière qui fut leur père à tous, nous découvrons sous l'uniforme pittoresque qui se simplifie peu à peu, illustré par l'image d'Épinal qui était à l'époque le véhicule de la gloire populaire, la magnifique histoire des Zouaves. C'est Malakoff et la guerre de Crimée. C'est Magenta et la guerre d'Italie, Solferino, Melegnano, Palestro. C'est Puebla et la guerre du Mexique. C'est 1870. C'est 1914. Partout où la France se battait depuis un siècle, on a entendu le fameux refrain « Pampant l'Arbi, les chacals sont par ici ». Ceux-ci, ce sont les tirailleurs. Leur nouba, où éclate le son de la raïta, est précédé du bélier fétiche qui les accompagne partout. Chez eux non plus n'éclate pas maintenant le luxe ornemental du costume arabe qui fut depuis l'origine leur uniforme traditionnel. Toutefois, le turban drapé autour de la chéchia confirme l'origine spécifiquement africaine de ce corps. Tirailleurs d'aujourd'hui, turcos d'hier, ils défilaient du même pas, portant cette charge écrasante du barda qui pesa jusqu'à 27 kilos. De leur première unité, créée en 1839, devaient naître successivement 28 régiments algériens, tunisiens et marocains, enfants tous de la même famille et de la même glorieuse filiation. Ils furent les premières troupes d'Afrique à faire partie d'un défilé triomphal à Paris au retour de la campagne d'Italie. Car déjà depuis longtemps, leur preuve était faite. Ils avaient en Crimée été les héros d'Inkerman. À Solferino, ils avaient attiré par leur bravoure l'attention de Napoléon III. Ils étaient, au mauvais jour de 1870, héroïques jusqu'à la mort à Wissembourg et à Reichshoffen. La suite était dans la même ligne. Tirailleurs pousse-pousse étaient pour toujours entrés dans l'histoire de France.
Et voici d'autres silhouettes. Les spahis. De ceux-là encore, le costume est légendaire. Exception remarquable, en dépit des exigences de la conception moderne, une unité conserve encore l'uniforme arabe dans lequel elle est entrée dans l'armée. C'est peut-être ce miracle de l'uniforme qui raccourcit pour les spahis le long cheminement de l'histoire. Le spahi d'aujourd'hui fait penser à Youssouf, le général au grand cœur qui fut le véritable créateur des escadrons dont on devait voir plus tard les burnous rouges dans toutes les guerres françaises. Si ces cavaliers spahis semblent n'avoir pas changé, les transformations de la cavalerie ont totalement modifié l'aspect des chasseurs d'Afrique. La cavalerie d'autrefois s'est peu à peu mécanisée depuis 1918. Les chasseurs d'Afrique aujourd'hui ont pour monture des automitrailleuses et des chars légers. L'histoire des chasseurs d'Afrique est l'égale de celle de tous les corps de l'armée d'Afrique. Créés dès 1831, ils prennent leur forme définitive 10 ans après. Et durant l'espace de plus d'un siècle, on les verra au galop de leurs chevaux d'abord, puis dans le bondissement de leurs moteurs, revenir à chaque pas de l'histoire et de la légende héroïque. La charge désespérée des escadrons du général Marguerite est encore dans toutes les mémoires. Dans leurs uniformes successifs, les chasseurs d'Afrique figurèrent à toutes les campagnes du siècle. On les vit à Solferino, au Mexique. On devait les retrouver à Gravelotte, puis à Charleroi, avant de les revoir en 1940 et en 1944. Et voici la Légion étrangère, ou plutôt, car la foule simplifie toujours les noms, la Légion. On la reconnaît sans doute au képi blanc, mais surtout à ce rythme lent, lancinant, terrible, compte également son pas et sa musique. Son berceau, son siège, sa ville, son pays, Sidi Bel Abbès est tout cela à la fois. C'est de cette ville où chaque légionnaire fait un stage à son arrivée et revient entre chacune de ses affectations que la Légion a essaimé à tous les âges depuis un siècle pour toutes les tâches et tous les devoirs, pour tous les pays et toutes les gloires. Car le passé de la Légion est immense et prestigieux. Héritier du premier régiment étranger créé en 1811, la Légion étrangère actuelle doit sa vie à un décret de 1831. Depuis cette date, les hommes à l'épaulette verte et rouge n'ont fait que mériter chaque jour cette apostrophe fameuse du général de Négrier. Légionnaires, vous êtes soldats pour mourir, et je vous envoie où l'on meurt. Voyez-les. Dans l'immense cour de la caserne de Bel Abbès, c'est la fête de la Légion, le jour de Cameron. Cameron n'est qu'un coin du Mexique, où en 1863, un groupe de légionnaires résistèrent jusqu'au dernier. On ne retrouva que des morts. C'est pour cela que l'anniversaire de Cameron est devenu la fête de la Légion. Entre les légionnaires massés, s'avance le plus vieil officier portant sur un coussin la main de bois articulée du capitaine d'Anjou, mort à Cameron avec ses compagnons. Relique extraordinaire et presque troublante, inconcevable ailleurs qu'à la Légion. Une main de bois prise au cadavre d'un soldat. C'est là le trésor de la Légion, le signe même de sa religion du devoir. Et devant le monument aux morts, un simple geste, l'élévation. C'est tout. Là-dessus, un bruit de tambour. Des souvenirs, peut-être. Des espoirs, non. La main d'un mort. Et la devise orgueilleuse et désespérée, Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie.
images-là, vous les retrouverez dans tous les coins où la dureté du ciel et de la terre oblige les hommes à plus de peine et à plus de courage. Car le légionnaire est sans repos. Il a sa tâche de paix comme sa part de combat. C'est à lui le premier qu'il appartient souvent de tracer la première piste sur les terres nouvelles. Son chantier éternel, sans cesse recommencé, c'est la terre inhumaine, le bled, la solitude, où l'on use les journées à force de travail, la pelle ou la pioche à la main, l'arme à portée. Un képi blanc sur une pelle, un képi blanc sur une croix. Combien de fois sur les pistes rencontre-t-on ces signes timbrés de la grenade à cette flamme? La Légion a passé là. Et plus loin encore, dans le sud, donnons une pensée aux compagnies sahariennes, dont le jeune étendard flotte sur le sable du désert. Ces compagnies sahariennes, dont le gouverneur général de l'Algérie, M. Léonard, en présence de M. Brune, ministre de l'Intérieur, et de M. de Chevigné, ministre des Forces armées, célébrait récemment à Ouargla le cinquantenaire. L'armée d'Afrique peut aussi être fière de ceux-là, les derniers venus sans doute, les plus oubliés peut-être, qui, pour faire régner la paix française dans les coins les plus reculés, montent la garde autour d'un drapeau au fin fond du désert. Mais au-delà de ces images fragmentaires, s'en ajoute une autre, plus émouvante et plus grandiose, celle de cette marche au drapeau, où se retrouvèrent un jour à Marnia, sous le burnou ou la djellaba, des milliers d'hommes qui avaient porté la veste et le dolman d'uniforme. Scandant le pas des régiments, ils sortaient de l'ombre, comme un autre régiment, extravagant et exemplaire. D'âge, ils n'en avaient plus. Les uns avaient fait la Marne et d'autres Cassino, et leur silence était encore une page d'histoire. L'armée d'Afrique, c'est cela, rien que cela, tout cela. Cette union intime que symbolise le monument de Casablanca, cette union scellée dans le sang qu'évoquent sur tous les rivages les deux tombes compagnonnes. Telle a été l'armée d'Afrique au long d'un siècle. Mais ses mérites et ses gloires ne seraient qu'un grand souvenir si un jour encore récent, une armée d'Afrique ne s'était levée pour rendre à la France la terre de France envahie, pour rendre à la France elle-même. Ce fut dans tous les centres et dans tous les postes une grande journée que celle du départ. Ce qu'ils allaient trouver, c'était la guerre dans le désert, l'étendue infinie et surchauffée, la bataille dans le vent de sable, la lutte avec l'ennemi, mais aussi en même temps la lutte avec la chaleur, la lutte avec la soif. Cette armée-là n'avait les équipements et les armes ni de ses alliés ni de ses ennemis. Mais avec son armement disparate et souvent démodé, elle jalonna sa marche en avant de noms qui sont aujourd'hui dans toutes les mémoires. El Alamein, Marette, Déjà, Cap Bon. Les sables gardent encore souvent les traces de cette bataille. Peu à peu, le sable recouvre les vestiges du combat, engloutit les carcasses de fer comme il a englouti la chair des hommes. Jalons émouvants d'une route qui conduisait en France. Et c'est ainsi qu'un jour de 1943, devant Eisenhower et Giraud, l'armée d'Afrique défila à Tunis.
L'Afrika Korps de Rommel n'était plus. L'armée de von Arnim n'était plus. Et devant la mer, à la pointe du Cap Bon, 2 tombes jumelles attestaient que l'armée d'Afrique avait payé sa victoire. L'Italie souffrait, avec ses âpres défilés, sa rudesse rocheuse et pauvre. L'armée d'Afrique, ayant passé la mer, passa les montagnes. Et puis, ce fut la pluie et la boue. Et l'armée d'Afrique dut marquer le pas dans une glu épaisse qui montait jusqu'au moyeu des camions. La guerre continuait, avec ses héroïsmes quotidiens, ses drames, ses victimes. Chaque jour, c'était un nouveau village à prendre ou à reprendre. Chaque jour, c'était un nouvel effort, un nouveau combat. C'est dans cette atmosphère que le général de Gaulle vint un jour, au nom de la France en guerre, saluer l'armée d'Afrique que commandait alors le général Juin. Depuis le 18 juin 1940, la France en guerre avait fait du chemin. Elle avait maintenant une armée qui connaissait la victoire. La bataille continuait. Depuis des mois, les Alliés piétinaient devant le mont Cassin et l'armée d'Afrique enleva le mont Cassin. Elle ne devait pas s'arrêter là. Rome la vit à son tour, et la ville des Césars, d'où l'ombre du fascisme s'était retirée, devait applaudir à la fois le général Juin et ses troupes africaines. Et un jour, la bataille d'Italie fut gagnée. Devant la mer, 2 tombes jumelles attestaient que l'armée d'Afrique avait payé sa victoire. Et puis, ce furent les heures magnifiques du débarquement en France. Pendant que Leclerc, avec les Alliés, fonçait sur Paris, la majeure partie de l'armée d'Afrique, débarquée dans le sud, remontait les routes de France en direction de l'Alsace. L'armée d'Afrique, à ce moment, était devenue une armée moderne. Quelqu'un, en 1940, avait dit « Les mêmes moyens qui nous ont fait perdre la guerre peuvent un jour nous donner la victoire ». La prophétie s'accomplissait, et c'est à la tourelle d'un char que l'armée d'Afrique retrouva les Vosges et la Mirabelle. Ce fut l'Alsace. L'armée d'Afrique dut la reconquérir pied à pied, village par village. Chaque jour fut marqué d'un combat, chaque jour fut marqué d'un pas en avant. Ce fut Colmar. L'Alsace de Hansi revenait en France. Ce fut Mulhouse. Dans l'hiver qui arrivait, l'armée d'Afrique, malgré l'eau et malgré la neige, continua sa marche en Alsace.
Ce fut Strasbourg, où à coup franc, dès 1940, l'armée d'Afrique s'était fait serment de revenir. Strasbourg, où l'armée d'Afrique entra sur un tapis de propagande hitlérienne. Avec Strasbourg, l'armée d'Afrique avait fini de libérer l'Alsace. Toute la province se couvrait de tricolores, et le plus petit village, comme la ville la plus importante, faisait fête aux libérateurs. Et si l'Alsace était libre, la guerre n'était pas finie. Et le Rhin traversé, il restait encore pas mal de chemin à faire pour parvenir à cette victoire totale qui ne se gagne que dans les capitales. La forêt noire est en Allemagne le pendant des Vosges, avec les mêmes sapins et les mêmes escarpements. La guerre était toujours la guerre, avec ses surprises, ses hasards, ses misères. Mais maintenant, elle se déroulait en Allemagne, et dès lors, elle avait changé de sens. Aux fenêtres apparaissait, et en nombre plus grand chaque jour, le drapeau blanc, le drapeau de ceux qui cèdent. Stuttgart s'ouvrait en flammes. L'armée d'Afrique marchait dans le sang, mais aussi dans l'ombre de la victoire. Et Radio Stuttgart, qui avait dit tant de paroles, ne pouvait plus que faire entendre le pas de ses vainqueurs. Ce fut un jour l'entrée dans Nuremberg où s'était forgée l'âme du nazisme. Et Nuremberg finit d'être nazi. Ce fut enfin un jour de 45 le bout de la route, Berchtesgaden, où Hitler avait conçu ses songes démesurés. Le nid d'aigle, d'où était partie la foudre, allait redevenir une simple station de montagne. La guerre était finie. La France était redevenue la France et Paris applaudissait. Il applaudissait cette armée qui, partie d'Afrique, était allée jusqu'au fond de l'Allemagne et rentrait victorieuse. Il applaudissait ces hommes de deux races, fondus dans le creuset d'une vie commune et fondus encore au feu des batailles communes. Il applaudissait l'armée de la victoire, et l'armée de la victoire, c'était pour beaucoup l'armée d'Afrique. C'était la victoire, la paix qui permet d'enterrer les morts et de leur donner un souvenir. Tout ce que symbolise le monument d'Alger qui appelle les vers de Péguy. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour une juste cause. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Le deuil et la gloire, l'histoire et la légende, tout ce qui a façonné en 100 ans la fraternité d'armes chez deux races héroïques, l'armée d'Afrique.